Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le Café culturel, une émission spéciale où nous recevons le professeur Abouna de l'Université de Yaoundé 1 qui va nous édifier sur son livre intitulé Introduction à l'anthropologie numérale dans les cultures négro-africaines. Donc, nous le recevons en compagnie de Joseph Oona, qui est le maître de cette émission, la critique littéraire. Et nous aurons aussi d'autres invités qui vont passer à tour de rôle, qui se sont intéressés à ce livre. Nous avons pris un peu de retard, donc je ne vais pas vous maintenir en haleine. Je vais faire entrer d'abord le professeur Joseph Owena, qui va vous dire quelque chose à propos de cette émission d'aujourd'hui. Joseph? Bonjour, Joseph. Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, parce que ici c'est bonsoir, c'est pas bonjour. Bonsoir, bonjour, je préfère dire ça ici. C'est toujours avec un plaisir non fin que je prends part à ces agapes intellectuelles. Là, il s'agit de discuter sur un ouvrage, en ce qui me concerne, de faire le discutant sur l'ouvrage du professeur Paul Abouna, Introduction à l'anthropologie numérale. Le titre lui-même est suffisamment parlant pour qu'on comprenne qu'on est dans un champ nouveau, puisqu'il parle d'introduction à l'anthropologie numérale. On va revenir sur les définitions des thèmes inducteurs de son titre. Dans le café culturel, et quand prend ses marques, on l'avait déjà dit, on va encore le redire, en faisant passer comme on disait plutôt, c'est des forts en thème, en fait. Les forts en thème, ça dit des gens qui sont peut-être pas des spécialistes de la spéculation, mais des gens qui sont capables de spéculer de manière utile. Ils écrivent donc par conséquent des ouvrages, des essais comme celui de ce soir, des articles scientifiques et autres. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que, comme je ne cesse de le répéter, il est important que les gens lisent. C'est fondamental. On ne pourra pas discuter si on n'a pas lu. Vous savez, la connaissance, elle est, j'ai envie de dire, aussi dans les livres. Peut-être davantage dans les livres que chez les entrepreneurs de la mémoire, comme on dit, parce qu'il y a des sachants. Ce qu'on appelle sachants, c'est aussi des connaisseurs. Donc, il est important que nous lisions et que nous lisions autant que faire se peut. Personne ne peut avoir la prétention de tout lire ou de tout savoir. Il y a des choses essentielles concernant la connaissance de la culture qui nous réunit tous ensemble ici. Et c'est un peu ça le dada, le cheval de bataille de ce café culturel qui essaie de remettre en lumière et de mettre en lumière des œuvres qu'il estime nécessaires et suffisantes, peut-être pas, mais nécessaires surtout pour la compréhension minimale d'un certain nombre de choses sur lesquelles on va toujours discuter. Donc, une fois de plus, bonsoir, bonjour, et que tout le monde se sente à l'aise. Il est très bien dit. Nous allons tous découvrir ce que c'est que l'anthropologie numérale. Le patron de l'anthropologie numérale même a des problèmes de connexion. Donc, il va arriver, il était là tout à l'heure. Nous avons créé la technique, mais bon, la technologie, mais on ne la maîtrise pas. Donc, prenez votre mal en patience. Il viendra. Nous avons aussi Christian Biabac, sociologue, qui a bien voulu participer à ce débat, ou alors à venir écouter comment le professeur Abouna nous abreuve de ses écrits. Donc, je vais faire entrer Christian, qui est sociologue. Bonjour Christian Oui, Biabac. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai des difficultés ici. Bonsoir. Je pense que ce sont les mêmes difficultés que le prof et on ne te voit pas très bien. Hein. Mais je Pas vous très suis. bien. Bon, tu vas nous suivre dans le noir. Bon, Christian, nous avons avec nous Joseph qui coordonne cette activité de la critique littéraire, de la culture et quand. Et Joseph Christian, c'est un sociologue, donc qui est aussi intéressé par ce que le professeur Abouna va nous dire aujourd'hui. Et tous les deux, en attendant d'avoir
des précisions sur l'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre déjà? Qu'est-ce que le nom vous dit? Anthropologie numérale, ça renvoie à quoi pour les profanes? Numéral renvoie à chiffre, pour prendre la parole comme ça librement. Numéral renvoie à chiffre. Et il faut bien préciser ici que il faut faire le distinguo entre numéral et numérique. En fait, numéral est un néologisme qui est formé, en l'occurrence ici par le professeur Abouna, parce que son titre aurait pu se comprendre autrement s'il avait mis numérique. C'était plus captable, c'est pour dire les choses. Ce numéral renvoie donc à chiffre. L'anthropologie étant l'étude de l'homme, de l'être et tout ce qu'on veut. Toutes les études de disciplines de sciences sociales, effectivement, le sont aussi, mais chacune a son couloir méthodologique. C'est là où les différences s'établissent. On pourra peut-être revenir là-dessus dans un talk sur les questions, sur les disciplines, en fait. Donc, lui, il aborde la question de comment l'être dans l'univers culturel de Thibault-Loufan, comme on dit, et car aujourd'hui, a sa vie régentée par la symbolique des chiffres, en fait. D'accord. C'est ça la problématique de son livre. Je ne vais pas en dire plus, c'est à lui le crachoir. Nous, on est là pour faire le discutant. Avant de faire entre le professeur qui est là, est-ce que tu as une idée, Christian? À quoi tu t'attends? Oui, bon, j'avais déjà lu. C'est vrai que j'avais déjà lu, je crois, la 4e de couverture, l'introduction à cet ouvrage-là. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment est-ce que, pas seulement les écrans, parce que je crois qu'il a écrit ça, c'est pour l'Afrique, beaucoup de cultures africaines. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment les Africains font, entre guillemets, la numérologie, parce qu'il y a ce qu'on appelle les nombres sacrés, mais on les a du côté des Juifs, on les a du côté de beaucoup d'autres cultures, mais on ne les a pas du côté africain. Absolument. Et ça fait que, pour moi, il y a un problème, et c'est ce qui va m'intéresser, voir à peu près l'originalité, la particularité africaine dans les calculs, dans la numérologie et autres, pour s'affranchir un peu de ce qu'on utilise actuellement. Donc, voilà à peu près ce que je vois, ce que j'attends de l'ouvrage. D'accord. Peut-être que, Josiane, si tu permets, puisque le prof Abouna n'est pas encore là, pour répondre à... C'est Christian, n'est-ce pas? Oui, Christian Biabek. Voilà, pour répondre à Christian, je ne pas à la place de Paul Abouna. Peut-être que l'ouvrage est justement conçu pour apporter une réponse à la démarche dite de numérologie, justement. Et lui, il crée dans ce néologisme numéral et il va certainement nous édifier davantage là-dessus. On est tous curieux de l'entendre. J'espère que la technique va nous permettre de l'avoir. Je crois qu'il est en train de s'activer. Il était là il y avait quelques minutes. Il était là, oui. Il était là. Mais là, je pense que c'est peut-être ça. Oui, c'est la connexion, je vous assure. C'est la connexion. Moi-même, j'en souffre là. Je ne sais pas s'il utilise le même réseau que moi. J'en souffre. Donc, je suis passé à un autre réseau qui est limité. Celui que j'ai dit limité, là, il dérange énormément. Je ne sais pas si c'est le même problème qu'il a. Bon, je vais quand même vous faire entrer un peu. Professeur, je ne sais pas si vous nous entendez. Ça me donne l'attitude de vous faire entrer dans le studio. Bon, on va essayer de voir si on l'écoute. Hein. Sinon, voilà, il a vraiment un problème de connexion parce que là, ça tourne. Bon, on va attendre qu'il puisse être connecté. Bon, on peut toujours en dire plus. Est-ce que vous avez l'air de bien être informé sur cette problématique? Christian, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as, les connaissances que tu as de ce sujet ailleurs pour édifier un peu les personnes qui... Bon, moi, j'ai soif. J'ai soif. J'ai plutôt beaucoup soif. Donc, en cherchant, parce que je ne suis pas le seul, en cherchant, j'ai lu des nombres sacrés du côté des Juifs. J'ai aussi lu les nombres sacrés, un peu la science ésotérique, là. Un peu, c'est-à-dire on parle souvent du nombre d'or, tout ça.
Et en fouillant, j'ai toujours été gêné, que ce soit ceux juifs, parce que en lisant, je me suis rendu compte, avec ma petite connaissance, que les interprétations de ce nombre sont relatives aux cultures auxquelles on appartient. Et moi, bon, appartenant à l'Afrique, j'ai commencé à fouiller et c'est ça qui m'a fait tomber sur des extraits de son ouvrage du professeur Abena. Je suis tombé sur les extraits, j'ai pas eu la chance d'avoir l'original. Et de là, en fouillant, bon, malheureux, le professeur Abuna, je suis tombé sur ça. J'ai vu des amis, bon, quelques-uns aussi ont lu un peu, mais ce n'était que des extraits. Et ça nous a inspirés, mais on est resté sur la soif parce qu'actuellement, je ne peux rien, pourtant je suis partisan de l'Afrique, mais je ne peux rien dire de l'anthropologie numérale africaine, notamment et quand Bafia, tout ça, je ne peux rien dire pour l'instant, je suis désarmé. Et j'espère qu'il va débloquer, en fait, qui va satisfaire un peu cette soif-là. Nous sommes tous assoiffés, comme tu dis. Espérons que cette technique va nous permettre de l'avoir aujourd'hui. Joseph, est-ce que tu pourrais en dire plus, toi qui as apparemment cherché à comprendre ce que le professeur... Disons que l'être humain a toujours fonctionné avec les symbolismes, c'est-à-dire que une manière imagée, représentative de la perception que nous avons dans la construction de la relation avec le monde ambiant. Ah, je crois qu'il est là. Oui, vas-y, continue. Avec le monde ambiant. J'ai préféré le faire rentrer pour qu'il ne reparte pas. Oh, voilà. Avec le monde ambiant. Mais moi, je vais donc arrêter celui-là parce que c'est lui. Non, vas-y, continue. C'est bien que le professeur t'écoute. Bon, d'accord. Il va corriger si c'est pas... Bien entendu. Donc, ce symbolisme-là, oriente, voire régente, symbolisme numéral, bien sûr, celui des chiffres, oriente, voire régente la vie des peuples, en fait, de tout temps, ça a toujours été ça. Contrairement à ce qu'on pense, l'écriture, j'ai envie de dire arabe, on parle de l'invention de l'écriture avec Gutenberg, de l'imprimerie, pardon, c'est bien vieux, les alphabets runiques, les écritures coptes existent bien avant tout ça, mais ça c'est un autre débat. Donc, les chiffres ont toujours été des indicateurs, des balises pour comprendre les mystères qui nous entourent. Là, on est dans l'anthropologie culturelle la plus pure qui soit, et pas sous le contrôle de celui qui a l'honneur ce soir. Donc, je pense que ce livre va nous édifier, je suis comme Christian, sur la question, c'est-à-dire que comment est-ce que les chiffres, j'essaie de problématiser rapidement, nous donnent des balises pour organiser nos vies. Non seulement l'organiser, mais pour la comprendre. Non seulement pour la comprendre, ils apportent les chiffres, des clés pour qu'on se projette dans l'avenir. Dans les chiffres, ici, n'est pas à prendre au niveau, j'ai envie de dire, au niveau basique, parce qu'ils se décortiquent. Et comme disait Christian, chaque société, chaque civilisation, sa symbolique des chiffres, on peut retrouver des relations identitaires. C'est Abuna qui a travaillé sur la question, c'est lui qui va nous décortiquer tout ça. Et je pense que c'est quelque chose de... Donc, on va lui faire l'honneur de... Oui, je termine. Brevet. Je termine pour le provoquer. Lui, Abuna, justement, il sait très bien que dans nos contrées, les bonnes mamans, quand elles jurent, elles disent personne il l'est. Et que les trois entités, et on le dit comme ça, là, de manière... Mais ça n'a pas l'air d'être impacté par le il est qui est 3, c'est-à-dire ce chiffre. J'ai envie de dire, moi, j'aurais pas de la chiffrologie à sa place, mais on va certainement en débattre. Donc, c'est à lui le crachoir, puisqu'il est là, il ne faut plus qu'on le perde. On ne faut plus qu'on le perde. On va croiser les doigts, je croise les doigts. La connexion sera bonne jusqu'à la fin. Bon, bonsoir, professeur. Vous avez trouvé que nous avons commencé à débattre un peu, à chercher un peu à comprendre la raison pour laquelle vous êtes intéressé à ce sujet. Nous avons dans le studio Christian Biabert, qui est sociologue, qui nous a informé qu'il a essayé de chercher parce qu'il travaille il s'est intéressé à d'autres sociétés.
et en s'intéressant justement à la connaissance de l'importance des chiffres dans d'autres sociétés, il est tombé par hasard, on va dire comme ça, sur votre ouvrage. Et donc, apparemment, c'est le seul ouvrage, hein, Christian, qui essaie de traiter de ce sujet dans les sociétés négro-africaines. Hein, c'est le seul sur lequel tu es tombé. Est-ce que Christian m'entend? Non. Oui, je suis tombé sur ce livre. Sur des extraits. Je suis tombé sur des extraits. Voilà. Donc, j'ai introduit le livre en entier. Je n'ai pas pu l'avoir. Exactement. J'ai introduit ça parce qu'il nous a dit qu'il aurait souhaité avoir le livre en entier. Bon, je t'informe que le livre est quand même en vente. Donc, après cette émission, le professeur va bien nous donner l'information pour qu'on aille acheter. On doit tous acheter ce bouquin. Donc, on va donner l'information après à toutes les personnes qui vont s'intéresser à cet ouvrage. C'est le but aussi, hein, c'est de faire connaître au grand public toutes les productions que nous faisons sur la culture ECAN. Donc, nous ne faisons pas des émissions simplement pour renseigner les gens, mais aussi pour mettre en avant et faire une belle publicité de ces écrits-là. Donc, je passe la parole au professeur pour qu'il nous abreuve de sa production. À vous la parole, professeur Abouna. Merci beaucoup, Josiane Bala. Très heureux de te retrouver et toujours d'être avec mon ami, mon collègue, mon confident, mon beau-fils. Alors, je voudrais vous parler d'abord de l'anthropologie numérale de façon générale, avant de voir ses applications dans la culture. L'anthropologie numérale, c'est quoi? C'est que c'est un alliage de deux concepts, l'anthropologie et le numéral, c'est-à-dire les nombres. L'anthropologie étant l'étude de la diversité culturelle humaine. Et cette diversité culturelle humaine se caractérise par son extrême variabilité. On peut prendre des exemples. L'alimentation, c'est un élément de la culture. Et l'alimentation change d'une culture à une autre. Chez les Douala, chez les Bassa, chez les Tukuri, chez les Etoun, chez les Ewondo, chez les Tenga, ça change. L'architecture, c'est un élément de la culture. Et en tant que tel, l'architecture change dans le temps, dans l'espace, selon les peuples, selon les civilisations. Les parures sont un élément de la culture. Les parures changent dans le temps, dans l'espace. La langue, c'est un élément de la culture. Dès que vous changez de culture, vous changez également de langue. Et ici, le nombre, le numéral, le nombre est donc considéré comme un élément de la culture. Et en tant que tel, il devrait changer dans le temps et dans l'espace. L'ouvrage de l'anthropologie a deux grands moments. Le premier moment, c'est un inventaire des systèmes numéraux. Dans différentes cultures, nous avons une cinquantaine de systèmes dans cette les Tukuri, les Kapsiki, les Beti, les Boulou, les Bafia, les Pygmées, Baka, etc., etc. Ça, c'est le premier moment. Et lorsqu'on fait l'inventaire de ces systèmes numéraux-là, on se rend compte que tous les systèmes numéraux négro-africains sont une série d'énéades, donc une série de 9 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, il y a une petite transition. On ajoute encore 9, une petite transition, 9. Donc, nos systèmes numéraux sont des séries d'énéades, à l'exception du système numéral Baka. À l'exception du système numéral Baka. Le système numéral Baka est mi-décimal, c'est-à-dire qu'il compte jusqu'à 5 et à partir de 5, il compte 1 plus 1, 1 plus 2. Par exemple, PD, c'est 1, BD, c'est 2, Barta, c'est 3, Bana, c'est 4, Poué, c'est 5. Pour 10, 6, ils disent Pouété, PD, c'est-à-dire 5 plus 1. Pour 10, 7, ils disent Pouété, BD, c'est-à-dire 5 plus 2, ainsi de suite.
Donc, tous nos systèmes numéraux sont des séries d'énéades, donc des séries d'éléments de 9 éléments. Donc, ça, c'est le premier moment. Alors, on se rend compte que ces systèmes numéraux-là épousent en réalité les cosmogonies négro-africaines. C'est-à-dire que les systèmes numéraux sont une métaphore des discours sur la création du monde. C'est comme si le monde, Dieu avait utilisé les chiffres pour créer le monde. Alors, cela se vérifie à partir d'une équation que j'ai, je peux dire, créée dans cet ouvrage-là. Une équation qui met donc en égalité tous les grands systèmes, toutes les grandes cosmogonies négro-africaines. Nous avons par exemple dans l'Égypte antique la cosmogonie hermopolitaine qui dit que le monde a été créé par 8 dieux. Toujours en Égypte, on dit qu'il y a une cosmogonie qui dit que le monde a été créé par 9 dieux, une autre cosmogonie. Lorsqu'on arrive chez les petits bouloufans, c'est-à-dire chez les Étans, l'onglette nous dit que le monde a été créé par la Kingos, c'est-à-dire l'œuf de cuivre. Lorsqu'on va chez les Vendas, c'est les Bantous du Sud-Est, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, etc. Ils disent que le monde a été créé par un python mythique. Et les Ngala Douala, ils disent que le monde a plutôt été créé par une spirale. Alors, l'équation que je propose dans cet ouvrage-là, qui se trouve d'ailleurs sur la couverture, la première de couverture de l'ouvrage, est donc la suivante. Le chiffre 8 égale le chiffre 9, égale le cercle, égale les sinusoïdales, égale le serpent. Tout ça, c'est les figures des cosmogonies négro-africaines. 8, c'est une cosmogonie égyptienne. 9, c'est une cosmogonie égyptienne. Le cercle, c'est le petit boulephant. Les sinusoïdes, c'est-à-dire le serpent, c'est les Venda et les Peuls. Et la spirale, c'est l'Ingala. Alors, cette équation se démontre simplement. Si vous prenez les 8 dieux de l'Ordoir, vous pouvez calculer la somme de ces 8 dieux, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, 8, va donner 36. La somme de ces 8 dieux-là, la somme théosophique de ces 8 dieux, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, plus 6 plus 7 plus 8 donne 36. Et on se rend bien compte que 36, c'est 3 plus 6, qui donne 9. Donc, le premier terme de cette équation-là est résolu. Maintenant, quel est le rapport entre le chiffre 9 et le cercle? Parce que l'équation dit 8 égale 9, 9 égale le cercle égale les sinusoïdes, et ainsi de suite. Quel est le rapport que nous avons entre le cercle et le chiffre 9? Ou plutôt entre le chiffre 9 et le cercle? On se rend compte que le cercle, s'il y a un chiffre par lequel on doit remplacer le cercle, ce chiffre-là, c'est 360. Tout simplement parce qu'un cercle fait 360 degrés. Et on se rend également compte que la réduction théosophique de 360, c'est 9. C'est-à-dire 3 plus 6 plus 0 donne 9. Ça, c'est pour le cercle entier. Lorsqu'on prend la moitié du cercle, c'est 180. On se rend également compte que 180, c'est 9 dans la mesure où 1 plus 8 plus 0 donne 9. Si on prend le quart du cercle, c'est-à-dire 90, on se rendrait également compte que 90, c'est 9 dans la mesure où 9 plus 0 font 9. Si on prend le huitième du cercle, c'est-à-dire 45 degrés, on se rend compte que 4 plus 5 font 9. Si on prend le 16e du cercle, c'est-à-dire 22 plus 5, on aura 2 plus 2 plus 5, ça donne 9. Si on prend le 32e du cercle, 11,25, tout cela donnera 9. Alors, on se rend compte que s'il y a donc un Dieu qui a créé le monde dans les civilisations négro-africaines, ce Dieu-là
n'est rien d'autre que le chiffre 9. Ça, c'est le premier moment de l'ouvrage qui montre une connivence ontologique entre le chiffre 9 et les cosmogonies. Donc, le chiffre 9 devient une ontologie, c'est-à-dire un élément constitutif de nos cosmogonies. Le deuxième moment va consister à montrer que le chiffre 9 ne se révèle pas uniquement comme étant un élément ontologique, mais il est également une épistémologie de nos cultures. Une épistémologie, c'est-à-dire un moyen pertinent de connaissance de nos cultures. Vous verrez donc que le Dieu qui crée le monde, c'est-à-dire le chiffre 9, il a créé le monde et il a laissé sa marque sur toute la création. Il n'y a rien dans l'univers biologique, dans l'univers physique, dans l'univers culturel qui ne soit imprégné du chiffre 9. Alors, Josiane, je voudrais qu'on prenne quelques exemples pour illustrer cela. Lorsqu'on prend le corps humain, notre corps que nous portons, on va se rendre compte que le corps biologique a 9 orifices, c'est-à-dire 9 trous naturels. Sur la tête, vous avez 7, c'est-à-dire 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles et une bouche. Donc, ça fait 7 trous sur la tête. Et lorsque vous allez plus bas, vous aurez 7 plus 2, c'est-à-dire l'orifice anal et l'orifice du sexe, qui vont faire 9. Sur le plan biologique, on se rend compte que le corps que nous portons est un corps de carbone. C'est le carbone. Notre corps a pour matériau le carbone. Et l'atome de carbone, c'est 6 électrons, 6 neutrons, 6 protons. Donc 666. 6 plus 6 plus 6, ça fait 18. Et 1 plus 8 font 9. On peut prendre la gestation humaine. La vie intra-utérine, elle est constituée de 9 mois. 9 mois. Et le temps que nous passons dans le ventre, c'est 9 mois. Des exemples comme cela, on peut les étendre même dans la civilisation qui nous entoure. Tu es aux États-Unis, Josiane. Tu dois savoir que le nombre de membres de la Cour suprême des États-Unis, c'est 9 membres. Tu dois également savoir que le président des États-Unis est élu à un suffrage de 270 grands électeurs. 270 grands électeurs, 2 plus 7 plus 0, ça fait. En ce qui concerne les États-Unis, on peut écrire tout un livre sur le chiffre 9. Tu verras par exemple les MAGA. Les MAGA, c'est 47 et 11 noms. Tu verras que 45, 4 plus 5, ça fait 9. Et 11 là, on pourra y revenir comme 11 septembre. Si on parle même du 11 septembre, le septembre, c'est en réalité, c'est le 9e mois. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. On pourra y revenir. Si on prend un domaine comme le football, je prends vraiment les exemples les plus à partir desquels les gens peuvent facilement se reconnaître. Le football, un match de football, c'est 90 minutes. 9 plus 0, ça fait 9, ça fait 0. Une mi-temps, c'est 45 minutes. 4 plus 5, ça fait 9. 4 plus 5, ça fait 9. Un ballon de football pèse 450 grammes. 4 plus 5 plus 0, ça fait 9. La longueur d'un terrain de football, c'est 180 mètres. 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. La largeur, c'est 90 mètres, etc. On peut prendre des exemples comme cela dans le basket, dans le baseball, dans le tennis, etc., etc. Parce que j'ai écrit beaucoup d'autres articles sur ces questions-là. Alors, on prend un pays comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est 180 députés. 100 plus 8 plus 0, ça fait 9. Le Cameroun, c'est 360 maires. 3 plus 8 plus 0, ça fait 9. L'État unitaire du Cameroun, c'est en 72. On peut multiplier des exemples comme cela à l'infini. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons considérer comme
l'anthropologie numérale. D'abord, le chiffre 9 qui crée le monde. Et quand ce chiffre 9-là crée le monde, il laisse sa marque partout dans l'univers biologique, dans l'univers culturel, un peu partout dans l'univers civilisationnel. Alors maintenant, j'en viens à l'expression de ces chiffres-là, son application chez les peuples étants. Chez les peuples étants. Je voudrais faire observer que le chiffre 9 existe également dans beaucoup de cultures du Cameroun. En l'occurrence, les cultures des Grassfields, où nous avons, dans le pouvoir traditionnel, deux grands systèmes de notables. Nous avons le collège des 7 notables qu'on appelle les Kamsambia et le collège des 9 notables qu'on appelle les Nkampe. Là, on est à l'ouest du Cameroun. Sauf que les populations de l'ouest eux-mêmes n'arrivent pas à avoir la signification de cette discipline. Ou plutôt, la signification de ces deux chiffres-là, ou leur présence dans les cultures des Grassfields vient des peuples Ikan. Je voudrais vous expliquer comment. Alors, nous avons par exemple une niche des peuples Ikan qu'on appelle les Stanaga. Les Stanaga. Beaucoup de nos peuples ont pour origine la rive droite de la Stanaga, dont les Stanaga. Et la langue des Stanaga, c'est la langue Tuki, le Tuki. C'est-à-dire, on peut encore dire le Tuki au lieu de dire Stanaga. Dans cette langue-là, le chiffre 7 et le chiffre 9 sont divinisés. Ils sont divinisés parce qu'on ne les prononce pas. Il n'y a pas un mot dans la langue Stanaga pour dire 7, tout comme il n'y a pas un mot pour dire 9. Pour dire 7, dans la langue Stanaga, on dit 6 plus 1. 1, c'est moi aussi. Et 6, c'est Biaratu. Donc, pour dire 7, on dit Biaratu ni moi aussi, c'est-à-dire 6 plus 1. Et pour dire 9, on dit 8 plus 1. 8, c'est Bielman. Pour dire 9, on dit donc Bielman ni moi aussi, c'est-à-dire 8 plus 1. Donc, c'est des chiffres sacrés, c'est des chiffres divins. Et maintenant, quelques expressions de ces chiffres-là chez nous. Vous verrez derrière que le chiffre 9, chez les États, est désigné par le mot suivant, Eboul. Eboul. Eboul, c'est le chiffre 9. Donc la sémantique signifie le multiplicateur. Eboul. Abouli, c'est multiplier. Sauf que dans nos cultures et civilisations, chez les peuples écans, ce chiffre-là n'est pas polarisé. Il peut être l'expression du bien absolu, tout comme il peut être l'expression du mal absolu. C'est pour cette raison que ce chiffre intervient dans les rites de propitiation du bien. C'est-à-dire, si on veut rendre le bien propice, on utilise le chiffre 9. Si on peut rendre le mal propice, on l'utilise également. C'est pour ça qu'il intervient dans la magie et la sorcellerie, mais également dans la religion. Je vous ai dit tout à l'heure que ce chiffre-là a pour symbole figuratif le cercle. Le 9, c'est le cercle. Sauf que dans le cercle, tout dépend de l'orientation qu'on prend. Lorsqu'on fait le tour du cercle, on peut exprimer le bien comme on peut exprimer le mal. Pourquoi? Parce que le cercle a deux sens. Le premier sens, c'est le sens du temps. Et le sens du temps, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est ce sens-là qui crée la vie. C'est ce sens-là qui crée le bien. C'est ce sens-là qui crée le faste. L'autre sens du cercle, c'est le sens concret des aiguilles d'une montre. C'est le sens du compte de temps.
lorsqu'on veut faire du mal, lorsqu'on veut tuer, lorsqu'on veut produire le néfaste, on fait donc le tour du cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est pour cette raison que dans un certain nombre de rites, les rites de mariage, les rites de naissance, les rites mortuaires, lorsqu'il est question de faire le tour de la tombe, lorsqu'il est question de faire le tour du marié, lorsqu'il est question de faire le tour de la veuve, s'il s'agit des rites de veuvage, tout dépendra du sens qu'on choisira de faire. Est-ce le sens du temps? Est-ce le sens du compte-temps? Le sens du temps étant celui de la vie et le sens du compte-temps étant celui de la mort. On retrouve donc le chiffre 9 dans l'intronisation des chefs. Dans l'intronisation des chefs, vous verrez que pour asseoir un chef sur son trône en pays et temps, on le fait asseoir 9 fois. Pour donner le pouvoir à un individu, le pouvoir traditionnel, si c'est dans le chasse-mouche, on lui remet le chasse-mouche 9 fois et à la 9e fois, il arrache. La plupart de nos initiations se faisaient au terme de 9 jours. Au terme de 9 jours. Vous verrez également, à la naissance, l'enfant reste, quand il est déjà sorti du ventre de sa mère, il reste dans la cage avant d'être exposé à la lumière du jour pendant une période de 9 jours, interné dans une chambre ou dans une case. Donc, il ne peut être exposé à la lumière du jour que au terme du 9e jour. À la mort s'étend dans nos cultures et dans nos civilisations au terme d'une période de 9 jours. Ça peut être une neuvaine ou alors un multiple de 9, etc., etc. L'eau que nous utilisons dans nos cultures et quand est désignée par le terme mendimi. Mendim, qui vient de ndim, c'est-à-dire la quantité, ou alors ndimi, c'est-à-dire le mystère, l'indéchiffrable. Voilà le mot que les États ont choisi pour désigner l'eau. Josiane, vous verrez que dans la création, si vous parcourez la cosmogonie judéo-chrétienne qu'on retrouve dans la Bible, vous allez vous rendre compte que l'eau est le seul élément qui n'a pas été créé. Dans le livre de la Genèse, l'eau est le seul élément qui n'a pas été créé parce que le livre de la Genèse dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux et la terre était informe. Vous voyez donc la coïncidence selon laquelle les petits ont choisi le mot mystère, l'indéchiffrable, pour désigner l'eau. Et vous allez me dire, quel est le rapport entre le mystère, l'indéchiffrable, l'eau et le chiffre 9? Pour ceux qui font la physique ou la chimie, vous allez vous rendre compte que la masse molaire de l'eau, c'est 9. La masse molaire de l'eau, c'est 9 parce que une molécule d'eau, c'est H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ça, c'est la molécule d'eau. La masse molaire de l'atome d'oxygène, c'est 16. Et la masse molaire de l'atome d'hydrogène, c'est 1. Comme nous avons 2 atomes d'hydrogène dans une molécule d'eau, la masse molaire de ces 2 atomes d'hydrogène sera donc 2, plus la masse molaire de l'oxygène qui est 16, ça fait 18. Et 1 plus 8 qui donne 9. Nous avons beaucoup d'applications de ce chiffre-là dans la culture écan, dans les cultures des autres peuples du Cameroun. Alors, je voudrais donc sortir par là pour dire que les cosmogonies du fait nous apprennent que le monde a été créé par la Kingos, l'œuf de cuivre. L'œuf fait partie d'un ensemble de phénomènes
que nous appelons la rotondité. La rotondité. Et la figure parfaite de la rotondité, c'est le cercle. La figure parfaite de la rotondité, c'est le cercle. Et nous venons de dire que le cercle, c'est 360 degrés, c'est-à-dire 9. La moitié du cercle, c'est 9. Le quart du cercle, c'est 9. Le huitième du cercle, c'est 9. Le 16e du cercle, c'est 9, etc., etc. Et à partir de ce que je viens de développer, on va donc se rendre compte qu'il n'existe pas, à proprement parler, de cloison étanche entre les chiffres, les formes géométriques, les formes anthropomorphes, etc., et tous les autres éléments de la nature. C'est ce que les premiers anthropologues avaient appelé le merveilleux dans nos univers culturels. Et là, je suis en train de citer Marcel Griol. Quand ils ont étudié nos peuples, ils se sont rendus compte qu'une seule réalité pouvait se mouvoir en plusieurs modalités. C'est-à-dire, vous pouvez être un homme, en même temps un arbre, en même temps du poisson, en même temps le vent qui se déplace. C'est ça le merveilleux. Et ce merveilleux-là, nous le retrouvons dans nos cultures et civilisations. En l'occurrence, dans la culture. Je sortirai par là pour dire que, de façon beaucoup plus spécifique, et là nous sommes toujours dans l'anthropologie numérale, chez les peuples écans, la masculinité est dessinée par le chiffre 3. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un homme, si on veut vous représenter par un chiffre, c'est le chiffre 3. Et lorsque vous êtes une femme, si on veut vous représenter, c'est le chiffre 4. Alors, on pourra me poser la question suivante. Pourquoi avoir choisi le chiffre 3 pour désigner l'homme et le chiffre 4 pour désigner la femme? Le chiffre 3, tout simplement parce que l'homme, c'est l'ensemble de ses organes de reproduction externes. C'est-à-dire le muscle phallique, le pénis, et les deux testicules. Un pénis et deux testicules, ça fait quoi? Et la femme, c'est les deux glandes et les deux petites lèvres de l'orifice vaginal qui font 4. Et vous verrez que lorsque vous associez les deux, vous obtenez 7. Et s'il faut les représenter par des figures, la femme, c'est le chiffre 4, donc on peut dire c'est un carré. Et si sur ce carré-là, vous posez un triangle, c'est-à-dire le chiffre 3 qui est le chiffre de l'homme, vous avez une maison. 4 plus 3, c'est-à-dire un carré au-dessus duquel vous posez un triangle, ça vous fait une maison, les 4 côtés d'une maison avec une toiture. Et c'est ça qu'on appelle la maison. La maison est le socle de la maison. Le socle de la maison. Qu'on appelle la maison des hommes. Ndebot, la maison des hommes. Il faudra donc l'homme mâle qui s'associe à l'homme femelle pour produire une maison des hommes, une ndabot. C'est pour ça que le modèle normatif dans les cultures et civilisations écan consiste à se marier, donc épouser une femme, construire une maison et faire des enfants. Ça, c'est l'idéal normatif chez nous. Se marier, construire une maison, faire des enfants. Je voudrais m'arrêter à ce niveau parce que nous pouvons parler de ces choses jusqu'à demain matin en espérant peut-être qu'il y aura au cours de laquelle nous aurons la possibilité d'éclairer une ou deux choses qui ont été dites ou qui n'ont pas été suffisamment comprises. Alors, Josiane, je voudrais vraiment très respectueusement te repasser la parole et rester à ton écoute. Merci. Merci de l'attention de tous ceux qui ont pris la peine de ce soir. Merci.
Je commence d'abord par applaudir. C'est la première fois que j'applaudis à ces cafés culturels comme ça. Parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Disons que on se meut dans ce monde et on peut avoir l'impression d'avoir tout vu, de connaître des choses, mais ce à quoi nous venons d'assister nous renvoie seulement à la beauté de la recherche, la beauté de la réflexion. Parce que nous manipulons plein de choses, mais on ne se rend pas compte. Nous sommes en contact avec des réalités, nous observons des choses, mais on ne pousse pas la réflexion plus loin pour comprendre le pourquoi du comment de certaines choses. Par exemple, avoir pensé, quand on parle du stade de football, la longueur, la largeur, toutes ces équations faites pour avoir le chiffre 9, je pense qu'on ne peut point dire que c'est au hasard. Et puis quand tu tapes sur Internet et que tu tapes le chiffre 9, je me suis amusé à taper le chiffre 9, on te dit en spiritualité. Et numérologie, le chiffre 9 symbolise l'accomplissement, la fin d'un cycle, la triumphe et la sagesse universelle. Donc, ce qui revient bonnement à ce que nous avons entendu ce soir. Donc, je pense que ceux qui ont entendu, ceux qui nous ont écoutés, et là, je vais encore faire un texte là-dessus sur la page du Café Culturel pour envoyer aux gens cette balle-là, aller chercher et comprendre ce que c'est que le chiffre 9. Et je pense que ceux qui ne sont pas informés auront la curiosité et je vais introduire ce livre-là pour que nous allons tous acheter parce que moi, je vais l'acheter pour aller en profondeur et comprendre à peu près ou bien comprendre de façon plus complète ce que tu nous as introduit aujourd'hui. Je vais passer la parole à Joseph, que j'ai vu prendre beaucoup de notes. Joseph, maintenant Oui. que nous avons eu l'exposé du professeur Abouna, les attaques que tu faisais au départ, est-ce que tu as eu des réponses? Non, je n'oserais tu t'attendais à ce... je n'oserais lui faire, merci de me passer la parole déjà, je n'oserais lui faire des reproches, c'est mon beau-père quand même. Il y a un minimum, nous on se bagarre hors de vos vues, hors de vos yeux. Mais plus sérieusement, je pense que là, on a une ouvrage plus que chacun devait avoir. À la limite, même comme texte de chevet. Je ne voudrais pas en dire plus parce que l'exposé a été extrêmement clair depuis la façon générale de percevoir la question, les applications et la conclusion, parce que les trois grands moments de son propos, ça c'est la première des choses, ça c'est à titre introductif, je le dis un peu comme ça. La deuxième des choses, c'est un complément de lecture. Un complément de lecture, il y a Lucien Manga, l'abbé Lucien Manga, qui avait écrit sur la symbolique du chiffre 9 chez les petits. La symbolique du chiffre 9 chez les petits. J'ai l'article, je l'ai, mais c'est dans les affaires un peu plus loin. C'est paru dans les annales de la faculté de lettres à l'époque qui sortait. C'était un document, ça avait des couvertures jaunes, ça ne paraît plus depuis pas mal d'années. Mais l'article est référencé dans cette revue-là, qui a eu son heure de gloire, qui avait pignon sur rue, en termes de complément de compréhension de ce que le chef du département anthropologie vient de développer. Maintenant, pour entrer un peu, j'ai envie de dire dans le vif du sujet, peut-être pas, parce que on a écouté, et puis il faut aller lire le livre. C'est aussi simple que c'est ce que je rappelle toujours aux gens. Je voudrais rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, Christian, je ne sais pas s'il était là ce jour-là, le 5 février, c'est-à-dire hier, j'ai eu la chance et l'insigne honneur de modérer une table sur l'eschatologie chez les écans. Le professeur Abouna était à ma gauche. Et c'est moi qui lui passais la parole ce jour-là, où il fit ce qu'on appelle une mise en bouche de ce qu'on a suivi ce soir. Vous savez, l'eschatologie, c'est un thème de théologien ou bien de théologie qui place au centre de sa préoccupation la question de l'ontologie des fins de l'être humain. Quand on finit de vivre sur Terre, qu'est-ce qu'on devient? On va où?
peut-être même pour faire passer, pour ceux qui veulent prolonger le questionnement, mais qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que la vie s'arrête? Est-ce qu'il y a une autre vie de l'autre côté? Etc., etc. Donc, le professeur Abouna avait fait un exposé magistral ce soir-là pour montrer justement que la numérologie, c'est un peu comme des fractales pour ceux qui se préoccupent de ce genre de problèmes esthético-mathématiques. Les fractales, ce sont les frises que vous retrouvez sur des objets d'art, j'allais dire de l'Ouest Cameroun de manière générale, et sur les tissus des ressortissants, des tissus traditionnels ressortissants de cette partie du Cameroun-là. Et c'est mathématiquement étudié. Et quand on rentre là dans cet univers, on a pratiquement le même type de démonstration qui vient d'être faite ici. Je vous renvoie aux travaux de quelqu'un comme Notué, que Abouna connaît très bien, les travaux de Notué. Je crois que Christian aussi devrait les connaître, etc., puisque c'est, tu m'as dit que c'était un sociologue, donc c'est forcément les enfants de Lucas, l'enfant avec griffe bien entendu, Lucas lui-même étant quelqu'un de jeune. Donc, c'est des choses qu'on a lues et sur lesquelles on discute. Donc, c'est fondamental ce qui vient d'être dit ce soir. Vraiment, moi, j'encourage, je demande aux gens de faire l'acquisition de ce livre, quitte à ce que chacun le livre et qu'on revienne encore en discuter, parce que Abouna il a seulement instillé la connaissance, c'est-à-dire il nous a émerveillés, comme on dit dans le sens du merveilleux dont il parlait. Et comme ça me revient, puisque je parle de merveilleux, il parlait du merveilleux dans le objet, justement, pour ceux qui ont connu la CRTV des temps premiers, Hervé Opaye, c'était un journaliste de la CRTV, c'était un étudiant, je crois, de lettres, de philosophie, quelque chose comme ça, et puis qu'ils avaient été recrutés à la CRTV. Il a fait son DEA sur le merveilleux dans les récits du Vêt, justement. C'est vous dire qu'il y a de la connaissance, mais cette connaissance, puisqu'on est dans le café, n'est pas toujours connue. Et aujourd'hui, les connaissances se thésaurisent comme cela pour des raisons multiples qui ne dépendent pas forcément aux auteurs de ces productions scientifiques, la mienne, qui doivent être connues, j'ai envie de dire, du grand public dans le café. Je lance un appel comme ça, c'est à toi que je m'adresse, Christiane. Il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus pour faire un travail de référencement, de collecte et de référencement de tout ce qui a été écrit. Parce on en parlait encore le 5 février avec Abouna à la table sur l'eschatologie. Il était à la table, Yingon était à la table, Yingon était à la table, et Nkolo Foué, le professeur Nkolo Foué. Donc, c'est vous dire qu'on avait eu aussi ce jour-là un échange de très, on avait comme discutant, j'ai envie de dire occasionnel, au Nangini. Donc, c'est vous dire qu'on avait eu un échange de très haut niveau. Maintenant, pour revenir, ça sont les considérations d'ordre général, comme on dit souvent. La question, j'ai deux petites questions en entrée que je voudrais poser au professeur Abouna, c'est que elle parle d'anthropologie culturelle pour nous qui avons un peu suivi comment les curricula se mettent en place, etc., les formations. Je pense comprendre, découvrir que l'anthropologie numérale est quelque chose de nouveau, en fait, en termes de champ disciplinaire. C'est ce que je voulais dire. Donc, la question du champ disciplinaire que pose cette perception du travail anthropologique, pour moi, elle est essentielle et fondamentale. Je voulais lui demander, est-ce que c'est enseigné à l'université de Yaoundé, là où il est le chef du département, qui plus est? Est-ce que ça fait partie des recommended readings, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire les ouvrages recommandés qu'on aborde un certain type de questions? Et maintenant, au cas où peut-être ce n'est pas encore fait, il va répondre. Comment insérer ce nouveau champ disciplinaire, il va vous corriger là-dessus, dans les études classiques d'anthropologie telles qu'elles sont faites dans nos universités? C'est d'autant plus qu'il est chef de département de l'université du département d'anthropologie. Comment cette question est posée et est appréhendée au département dont il a la recherche? Merci beaucoup, Joseph. Je ne sais pas si je peux répondre. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que l'anthropologie numérale est enseignée à l'université de Yaoundé 1? Je dirais oui. Je dirais oui parce que il faut dire que
avant la rédaction de cet ouvrage-là, lorsque j'avais mené des recherches, je m'étais rendu compte que l'un des reproches qu'on faisait à nos cultures, les cultures négro-africaines en général, et singulièrement la culture des peuples écans, c'était que c'est des cultures qui avaient une dimension poétique et des cultures au sein desquelles on ne retrouvait pas les chiffres, les mathématiques. Alors, nous avons un anthropologue, Thomas Crumb, qui a produit un ouvrage d'anthropologie numérale en 1995. Et c'était sur les peuples d'Asie, du Japon. Ça m'avait vraiment choqué. Et je me suis rendu compte que les chiffres sont présents dans nos cultures tous les jours. Parfois, dans les médications, on vous dit, cette décoction, vous allez la prendre pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 7 jours. Parfois, pour bénir un individu, on fait marcher les grains de ndon en nombre impair. Ça peut être 7, ça peut être 9. Lors des obsèques, on parle des neuvaines. Une neuvaine, 2 neuvaines, 3 neuvaines, etc. Donc, les chiffres sont présents vraiment dans nos cultures. Alors, j'ai décidé de rédiger cet ouvrage-là et qui avait reçu à l'époque l'onction du professeur Mbondi, qui est mon maître dans la science que je pratique aujourd'hui. Et progressivement, cet enseignement-là a été introduit au niveau du département d'anthropologie, mais également au niveau d'un autre département qu'on appelle département de langue et culture camerounaise. Donc, il y a des cours d'anthropologie numérale, mais également, il y a des cours sur les cosmogonies, parce qu'il existe une connivence étonnante entre les cosmogonies et l'anthropologie numérale. Ça fait donc que ces cours-là sont massifs, directement liés à l'anthropologie numérale. Mais en filigrane, tous les autres cours qui sont pratiqués au niveau de l'anthropologie ressortent en filigrane la dimension numérale. Si vous avez par exemple les cours de linguistique, vous allez vous rendre compte que votre nom peut être traduit en chiffres. Il existe des systèmes de conversion des lettres en chiffres, dont les noms peuvent être traduits en chiffres. L'anthropologie médicale fait intervenir les chiffres. L'anthropologie politique fait intervenir les chiffres. Nous avons les mandats électifs. Nous avons les périodes d'initiation. Nous avons les organes de pouvoir qui ont soit 7 membres, soit 9 membres. Donc, cet enseignement-là intervient déjà un peu partout de façon processuelle, surtout en ce qui concerne l'université de Yaoundé 1. Il faut également dire que la publication sur l'anthropologie numérale a fait des émules. Vous allez vous rendre compte de plus en plus que certains auteurs essayent d'utiliser l'anthropologie numérale comme épistémologie, c'est-à-dire comme grille de lecture. Et à ce sujet, je voudrais citer le sémiologue professeur Jacques Pamondongo, qui, à la suite de mon ouvrage, a eu à faire au moins déjà 2 publications d'envergure sur l'anthropologie numérale. La première publication était consacrée à la lecture de la vie du chef de l'État à partir des chiffres. Et la toute dernière publication, qui est un ouvrage de 1040 pages, qu'il a consacré à la Saraga, est essentiellement dédié aux chiffres. Mais le fait de le dire comme ça, là, n'épuise pas la préoccupation du professeur Onan Tama, préoccupation selon laquelle cet enseignement-là devrait de plus en plus faire l'objet de diffusion vraiment au sens large du terme. Pas seulement dans les universités, même dans notre vie de tous les jours.
j'ai ouvert un master au département d'anthropologie consacré à la chefferie traditionnelle. Je pense que l'anthropologie numérale est la base d'enseignement de ce master-là. Les chefs en sont éminemment séduits. Au-delà du département d'anthropologie, nous avons à l'université de Yaoundé ce qu'on appelle les enseignements complémentaires. Les enseignements complémentaires que les étudiants qui ne sont pas en anthropologie viennent faire. Pour ce qui est du département d'anthropologie, nous recevons 8 filières. La philosophie, l'archéologie, les arts du spectacle, l'histoire de l'art, la linguistique générale et appliquée, la sociologie, un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas du département d'anthropologie, mais qui viennent suivre les cours complémentaires en anthropologie. Et nous avons choisi de leur offrir cet enseignement-là. Et je pense que c'est vraiment un enseignement qui fait des émules. Il est nouveau, il peut étonner, il peut être incompréhensible d'emblée, mais je crois que dès qu'on perçoit l'enjeu de cet enseignement-là, on en tombe pratiquement amoureux. Il est à ses premiers pas, il est encore en train de balbutier. J'attends des expertises nouvelles. J'attends l'appui heuristique, l'appui scientifique de Yossef Bounenchama. J'attends les encouragements de Josiane pour démocratiser et diffuser cela. Voilà, grand frère, ce que j'avais comme réaction par rapport aux questions que je viens de poser. Non, ce que nous avons commencé à faire, nous n'allons pas nous arrêter. Je pense que il est d'une importance capitale de maintenir cet exercice que nous faisons aujourd'hui. De toutes les façons, le café culturel est quand on n'est pas né au hasard. C'est né parce que je me suis buté à beaucoup de choses, notamment la compréhension même de notre culture, buté à la possibilité d'avoir de façon très aisée une littérature pour pouvoir édifier les personnes avec qui je m'associe ici aux États-Unis. Donc, étant responsable du département de la culture dans une association à laquelle j'ai adhéré quand je suis arrivé là où je suis ici, je me suis rendu compte qu'il n'était pas aisé de retrouver des ouvrages qui parlaient, alors qu'ils sont nombreux. Et je me suis rendu compte que nous étions tellement loin de comprendre notre culture. Les gens parlent la langue, mais ils ne connaissent pas la culture. Donc, le regain qu'on a aujourd'hui, celui de voir que les écrans ont un éveil, ce n'est pas au hasard. C'est même tellement important, professeur Abouna, de pouvoir maintenir ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pour dire que je prêche je prêche pas dans le désert. je suis très, très, très sérieuse dans ce que nous sommes en train de faire. Bon, pour la petite histoire, je suis tellement contente de t'avoir écouté aujourd'hui en ce qui concerne ce chiffre 9 qui se rapporte beaucoup au serpent. Donc, je me suis amusée à taper, après ton exposé, je me suis amusée à taper une fois de plus le rapport qu'il y a entre le serpent et le chiffre 9. Et là, je vais lire ce que je vois sur Internet. Le serpent et le chiffre 9 se rencontrent principalement dans la symbolique ésotérique et numérologique, représentant la fin d'un cycle, la sagesse et la transformation. Donc, voilà. Je vais un peu plus bas. On dit symbolisme de l'Ouroboros. Le 9 représente le serpent qui se mord la queue, symbolisant la totalité, le cycle de gestation et le passage de multiple à l'unité. Après, parce que quand le serpent se mord la queue, il dessine le cercle, c'est-à-dire qu'il se tourne comme ça, ça produit. Et puis, et vous rappelez que le professeur Bingono il est l'un des premiers à avoir
fait un tissu écan. Et sur l'un de ces tissus, il avait un serpent qui se mordait la queue. C'était pas au hasard qu'il a mis ça comme symbolique sur son tissu. Après, je lis signe de chance. Dans l'astrologie chinoise, le 9 est l'un des chiffres porte-bonheur pour les natifs de l'année du serpent. Pourquoi est-ce que je lis ça? C'est pas au hasard que je lis ce texte. Parce que je me suis tellement fait assassiner, je vais dire, taper dessus. La recherche n'est pas facile. Hein? C'est-à-dire que en essayant d'édifier les membres de l'association Koulékan, dans laquelle de la première association dans laquelle j'ai adhéré ici, je me suis fait surnommer Ngamedja. Ngamedja, qui est le serpent, notre serpent mythique. Donc, pour la petite histoire, je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire que quand on me confie le département de le département de la culture, je suis d'abord effrayée parce que je ne suis pas une érudite de la culture. Et je me dis, mais comment je vais faire pour édifier? Je ne parle même pas bien la langue. Comment je vais faire? Après, je me suis rappelé que je suis socio-anthropologue. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la recherche. Et donc, je me suis mise à chercher. Et je tombe donc sur toutes ces informations-là. Et je tombe amoureuse de notre serpent mythique parce que je me dis, enfin, j'ai une symbolique. Mais j'étais tellement surprise de voir comment est-ce que presque la majorité de la société, de l'association, rejetait le serpent. En se disant que c'était c'est impossible qu'on puisse être amoureuse d'un serpent. Le serpent ne peut pas faire partie. Le serpent ne peut pas faire partie de notre spiritualité. C'est la sorcellerie et autres et tout. Donc, c'est tellement important. On peut pas, c'est-à-dire qu'il faudrait même encore une autre émission sur cette anthropologie numérale pour bien l'expliquer. Il faut qu'on fasse un autre travail là-dessus pour que les écans comprennent un peu leur symbolique. Et je vais parler un peu plus en te disant que quand on décide de faire un tissu pour l'association, moi j'insiste, je fais une parodie, pas une parodie, mais je fais un tissu qui se rapporte à peu près à ce que Bingono Mingono a fait. Alors le serpent, oh non, moi je ne peux pas porter un habit qui a le serpent. Et moi je leur dis, mais vous ne pouvez pas porter un habit qui a le serpent, mais vous allez visiter le palais des Bamoun et vous vous filmez sur les palais des Bamoun avec leur symbolique du serpent à deux têtes, vous entrez dans leur palais et vous êtes fiers de dire que bon voilà, un peuple qui a su préserver sa culture, et vous quand vous refusez, vous refutez ce serpent. Et donc on se rend compte que le peuple écan est l'un des peuples qui a vraiment été écartelé par la religion chrétienne, qui par contre parle même de serpent, hein. Oui, peut-être c'est le fait que le serpent, la symbolique du serpent, celui qui a donné à Adam, à Ève, la pomme, je pense que c'est pour ça qu'il est, je sais pas, rejeté. Donc, je voudrais que je vais t'écouter un peu là-dessus. Comment est-ce qu'on peut réparer? Parce que là, c'est une question de réparation de la symbolique, hein. Parce que quand on lit, moi, je suis allée m'amuser à lire et j'ai compris que le serpent ne se retrouve pas au hasard. On va voir que chez les médecins, il y a la symbolique du serpent sur le serment d'Hippocrate et autres et tout. Donc, le serpent se retrouve un peu partout, vu autrement qu'on ne devrait le voir. Parce qu'il est diabolisé, mais pourtant, il représente quelque chose de plus important. Qu'est-ce que tu peux dire à propos, professeur? Oui, disons que le serpent fait partie d'un ensemble de phénomènes en anthropologie culturelle qu'on appelle le bestiaire. Le bestiaire, c'est-à-dire l'ensemble des bêtes et des significations culturelles à l'intérieur d'une niche culturelle. Et le serpent, on le retrouve chez les Benda, on le retrouve chez les Tupuri, on le retrouve chez les Béti, on le retrouve chez les Bamileke, on le retrouve un peu partout, dans toutes les civilisations. Si vous allez même dans la Bible, vous verrez que le serpent intervient du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Le serpent est omniprésent. Chez
les bêtises de façon générale, chez les écans de façon générale, il existe plusieurs types de serpents. Peut-être près d'une vingtaine, avec des noms spécifiques. Nous avons des serpents cosmogoniques, c'est-à-dire des serpents qui étaient là à l'origine des choses, comme le Ngamedjak. Le Ngamedjak, lui, il est singulier, il est unique, il est là. Et vous allez vous rendre compte que concernant le Ngamedjak spécifiquement, il existe un peuple chez les Mangita à qui il est reproché d'avoir fait disparaître le Ngamedjak avec tout ce qui se trouvait sur son dos. Il y a donc un monsieur qui aurait dû planter, à qui on reproche d'avoir planté la lance, et des choses comme ça là. Et il y a donc toute une mythologie qui est développée pour dire que ce peuple-là est maudit, il ne peut pas. Les membres de cette communauté ne peuvent pas faire plus d'un enfant. Ils ne peuvent pas faire plus d'un enfant. Donc nous avons donc ces serpents des origines. Nous avons des serpents comestibles. Nous avons des serpents comestibles, c'est-à-dire des serpents qu'on peut manger. Nous avons aussi des serpents médiateurs. Des serpents médiateurs. Et nous avons par-dessus tout les serpents pourvoyeurs de richesse. Chez les écans, en général, et singulièrement chez les étones, lorsqu'on veut vous donner la richesse par des voies magiques, par des voies extraordinaires, en réalité, c'est un serpent qu'on vous donne. C'est un serpent qu'on vous donne parce qu'on suppose que la richesse est dans le ventre du serpent. La richesse est dans le ventre du serpent. Et ce genre de serpent-là, on l'appelle Soumzoa. Donc, il existe un rapport vraiment multiforme entre les peuples écans et la race des serpents. Le serpent est un serpent qui a aidé à l'expansion du peuple. Il y a des serpents qui sauvent des vies, il y a des serpents qu'on mange, il y a des serpents qui protègent et il y a des serpents qui donnent la richesse. Et on va se rendre compte que cette philosophie-là n'est pas très différente de ce qu'on observe chez d'autres peuples. Si vous consultez la cosmogonie Venda et Peul, vous allez vous rendre compte que d'après cette cosmogonie, le monde est issu d'un serpent mythique, d'un python mythique. Et il est clairement dit dans la littérature que le serpent vomit le monde. Le serpent vomit le monde dans cette cosmogonie-là. Et dans nos cultures ici chez les écans, vous allez également vous rendre compte que quand on vous donne la richesse, un serpent qui peut également être un végétal, c'est-à-dire l'oignon là, c'est généralement sous cette forme-là qu'on vous le donne. Vous allez souvent entendre qu'on a vu un serpent vomir les billets de banque. On a vu un serpent vomir les métaux précieux, etc. Donc, je pense que c'est une réalité dans notre culture que nous ne pouvons pas nier. Et je partage le point de vue que tu développes, le point de vue selon lequel il existe une vision péjorée du serpent qui a certainement été influencée par la religion chrétienne, Donc, nous pouvons vraiment en toute aisance organiser tout un débat, toute une discussion là-dessus. Et j'aimerais bien que des personnes qui ont des vues différentes, puissent prendre part à ce débat pour que nous exposions chacun ses arguments. Et c'est peut-être au terme de cette dialectique-là que nous aurons une vue commune du serpent. Vous verrez également que la bonne connaissance du serpent nous a permis de développer les antidotes
c'est-à-dire face au danger que le serpent pourrait représenter. Dans la médecine traditionnelle, il y a des vaccins contre le venin des serpents. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les grands chasseurs qui se baladent en brousse, qui dorment en brousse, qui se baladent pieds nus, n'ont plus peur des morsures du serpent. Donc, cette connaissance, cette proximité avec le serpent a fait en sorte que nous développions des armes pour que le serpent soit moins nocif, moins létal que le commun des hommes le perçoit. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette préoccupation-là, Juliane. Merci. Avant de passer la parole à Christian, j'espère qu'il va revenir parce qu'il a un petit problème de connexion. Je pense qu'il aura des questions à poser aussi. Je voulais dire que il est d'une importance capitale quand on essaye de travailler là-dessus. Peut-être même faire tout un colloque autour de la symbolique du serpent dans les sociétés traditionnelles africaines ou pas peut-être seulement camerounaises, mais dans les sociétés traditionnelles négro-africaines. Parce que j'ai poussé un peu la réflexion un peu plus loin, c'est-à-dire ma recherche, toujours dû au fait que j'ai subi une grosse cabale à cause de mon amour pour le Ngamedja. Parce que moi, dès que je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose qui pouvait être une symbolique importante, j'ai commencé à chercher. Et je tombe alors sur la cosmologie chinoise. Vous avez vu que les Chinois respectent tout ça. Avec le serpent qui est présent, l'année du serpent, ils ont leur dragon. Ils font tout un festival avec chaque année autour du dragon à qui ils donnent une importance, les Asiatiques là. Et je me suis dit, mais nous, on a notre Ngamedja. Et pourquoi est-ce que on va rester modeste au lieu de rentrer dans la symbolique et faire comprendre aux gens comment est-ce que ça peut nous servir? Parce que quand on lit la symbolique du chiffre 9, il n'y a que du bien là-dedans, représenté par le serpent. Donc, ça, c'est pour dire que je pense qu'à réfléchir. Avant que Christian ne parte encore avec la connexion, je vais lui passer la parole. Tu as certainement des questions, Christian, par rapport à l'exposé du professeur? Christian, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai suivi avec intérêt. Je vous entends très bien. C'est vrai que la connexion dérange. J'ai appris, mais c'est vrai que ce qu'il a dit, ça l'a confirmé que beaucoup de choses que j'avais déjà appris avec mes recherches disparates. Parce que j'avais appris en allant au Fonds national de l'emploi rencontrer le directeur Moutekami. Il m'a parlé du chiffre 9. Et il m'avait fait comprendre que le chiffre 9 est le seul qui, additionné par lui, est toujours égal à lui-même. Et vous additionnez le chiffre 9 avec lui-même d'une façon ou d'une autre, c'est toujours égal à 9. Bon, sauf que je reste sur ma soif. Parce que, oui, je reste sur ma soif. Surtout, j'ai cherché, peut-être pas uniquement chez les écans, j'ai cherché notamment, j'ai lu les livres de Bombok Basson. Je suis aussi allé au Congo où j'ai lu le Kimuntu, Sciences du Muntu. Bon, dans les deux, j'ai constaté qu'il y avait une contradiction et ça m'a un peu dérangé parce que je me suis posé la question si dans les cultures africaines, il y a aussi de la contradiction. Notamment en ce qui concerne le chiffre iséphétique. Bon, iséphétique, ça veut dire le mauvais chiffre. Dans le côté chrétien, on va parler de 666. Chez Mbok Basson, j'ai comme appris que le chiffre qui n'est pas le bon, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le chiffre impair. Maintenant, dans le Kimuntu, j'apprends que le chiffre qui n'est pas le bon, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, je ne sais plus si c'est 3, combien là. Bon, moi, ça m'a un peu dérangé. J'ai posé la question à Mbok Basson s'il pouvait me donner des précisions. Il n'a pas répondu. Et là, en attendant le professeur parler, il a parlé du chiffre 9 et tout ça, il a parlé de l'homme et la femme. Maintenant, je ne sais pas dans la culture écan
quels sont les nombres, en fait, s'il y a d'abord des nombres négatifs, si ce sont les nombres pairs ou les nombres impairs qui sont les nombres négatifs, ça c'est d'un. De deux, si la culture écan, dans sa numérologie, n'a pas de, en fait, s'il n'y a pas de contradictions plus ou moins avec d'autres cultures africaines. Donc voilà un peu ma préoccupation juste après l'exposé. Mais pour le reste, j'ai beaucoup appris. Avant de repasser la parole, je vais réagir à ton propos concernant le chiffre 9 et le fait que tu aies eu l'information selon laquelle le chiffre impair serait un mauvais chiffre. Bon, ça veut dire que nous qui avons le chiffre 9, est-ce que finalement, qui va s'appliquer à nous comme étant un chiffre important? Est-ce que tu penserais pas qu'il peut y avoir une contradiction ou alors il faut encore aller bien s'informer sur cette question-là parce que quand on lit le chiffre 9 qui est impair et avec tout ce qu'on accole à ce chiffre 9, je ne vois pas de la négativité. Et là, ce n'est pas simplement pour la société. Hein? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que le chiffre 9, on dit beaucoup de choses sur le chiffre 9 qui est assez positif et dire que un chiffre impair, parce que le chiffre 9, c'est un chiffre impair, c'est un peu en contradiction, en fait. Il a un problème de connexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Professeur, on vous écoute par rapport à la réaction de ce que le jeune homme nous apprend. Oui, je vais réagir pour préciser un certain nombre de choses. La première chose que je voudrais préciser, c'est que le chiffre 9 est l'expression de la plénitude. Est l'expression de la plénitude. Et cette plénitude-là, on ne l'obtient pas à partir de l'addition. Non, c'est pas l'addition. Puisque si vous additionnez 9 avec un autre chiffre, vous obtenez toujours le même chiffre. Si vous prenez par exemple 9 plus 1, ça vous donne 10 et 1 plus 0, ça fait 1, vous revenez à 1. L'expression de la plénitude, on l'obtient par la multiplication, tout simplement. Josiane, si vous prenez une bouteille d'eau d'1,5 litre, si vous mettez toute l'eau de la mer dans cette bouteille-là, vous n'aurez toujours qu'1,5 litre d'eau. Donc, la plénitude, on l'a définie par le fait que, c'est-à-dire que vous êtes plein, c'est-à-dire on ne peut plus rien vous ajouter, quel que soit ce qu'on vous ajoute, vous restez égal à vous-même. C'est ça la plénitude. Et 9 a cette particularité-là lorsqu'on le multiplie. Si vous multipliez 9 par n'importe quel chiffre compris entre 1 et 9, vous obtenez toujours 9. On peut prendre des exemples. 9 fois 9, ça fait 9. Donc 9 fois 1, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18 et 1 plus 8, ça fait 9. 9 fois 3, 27, 2 plus 7, ça fait 9. 9 fois 3, 36, 3 et 6, ça fait 9. 9 fois 4, 45, ainsi de suite. 9 fois 9, 81, 9. Donc, vraiment, c'est l'expression de la plénitude. On l'obtient par la multiplication. Maintenant, sur la polarité des chiffres, les chiffres qui sont bons et les chiffres qui sont mauvais, donc ça n'existe pas. Ce que nous constatons, si vous lisez tout ce qui a déjà été écrit sur les chiffres en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'en règle générale, les chiffres impairs sont les chiffres mâles. Les chiffres impairs sont liés à la masculinité et les chiffres pairs sont liés à la féminité. Et c'est l'ensemble des deux qui constitue un système. Parce que nous sommes dans des sociétés qui ont pour principe de base de la création la dualité fondamentale. Tout est fait à partir de la dualité fondamentale. Donc, si vous prenez les chiffres de 1 à 9, vous verrez que vous aurez peut-être 5 chiffres impairs et 4 chiffres pairs. Donc, les chiffres pairs, en règle générale, sont des chiffres femelles et les chiffres impairs sont les chiffres mâles. J'ai pris l'exemple tout à l'heure là, entre la féminité et la masculinité. Le 4 et le 3. Humaine, le 7 et le 3. Vous aurez comme ça, là, tous les chiffres impairs sont en réalité des chiffres, des chiffres mâles et les chiffres femelles. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bon. Et puis, l'anthropologie numérale n'est pas une fiction, ce n'est pas une philosophie. C'est-à-dire,
la singularité de l'anthropologie consiste à collecter les données sur le terrain. C'est-à-dire, on invente, parce qu'on dit par exemple que 9 est le chiffre de la création, ce n'est pas une invention. C'est une conclusion qui s'appuie sur un corpus d'études. Vous aurez des civilisations où on va vous dire 9 est le chiffre de la chance. Mais sans qu'on ne puisse établir un rapport de causalité démonstrative entre le chiffre 9 et la chance. Si on vous dit par exemple chez nous en Afrique, chez les États, que 9 représente la cosmogonie, on vous démontre en quoi 9 représente la cosmogonie. Si on vous dit 9 c'est le chiffre de la vie, on vous démontre en quoi 9 est lié à la vie. Si on vous dit 9 est le chiffre de la mort, encore que chez nous, nous ne faisons pas véritablement les différences entre la vie et la mort. Parce que l'un est le début de l'autre et inversement. J'ai plus compris la dernière préoccupation. Comme je n'ai pas de quoi noter là, la dernière préoccupation, tu peux me la rappeler? Laquelle? La mienne? Non, oui. Oh, je pense que ça préoccupe. Bon. Il disait qu'il était resté. Il disait qu'il était resté sur sa faim parce qu'il n'a pas eu d'informations additionnelles à sa recherche personnelle. Et le seul truc qu'il nous a apporté comme contradiction, c'était ça, ce chiffre 9 là, qui est un chiffre négatif, quoi. Donc, nous avons des problèmes de connexion. Voilà. Non, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des sociétés binaires. Nous ne sommes pas dans des sociétés binaires, dans des sociétés polarisées. Nous sommes dans des sociétés circulaires, où le bien et le mal se côtoient, où l'homme et la femme ne font qu'un. Donc, c'est vraiment une autre philosophie de la vie. Parfois qui est... Je pense que la préoccupation ce qu'il a appris aujourd'hui du chiffre 9 était contradictoire par rapport à ce qu'il connaissait, puisqu'il arrive avec l'information selon laquelle le chiffre impair est un mauvais chiffre, alors que si on a eu un exposé là où on démontre que le chiffre 9, qui est un chiffre impair, est un chiffre de plénitude même, qui explique l'origine même de plein de choses. Donc, je pense que c'est un peu ça qui dérange Christian. Voilà. Et puis, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la numérologie, qui est parfois une science subjective, non démonstrative, de l'anthropologie numérale. L'anthropologie numérale parle de la réalité de nos cultures. La réalité de nos cultures et des explications immanentes, internes à ces donc, ça nous évite parfois des conclusions non démonstratives. Tout est démontré en anthropologie numérale. Tu verras par exemple, Josiane, même les gestations des bêtes, tu vas te rendre compte que certains animaux ont une gestation de 63 jours, d'autres ont une gestation de 45 jours, d'autres ont une gestation de 27 jours. Vraiment, j'ai documenté toutes ces choses-là. Donc, c'est le fait de terrain qui nous permet d'argumenter et de conclure. Je voudrais également dire un mot qui m'a été inspiré par l'intervention de Joseph tout à l'heure là, sur le rapport qu'il y a entre les chiffres et l'expression de la violence. Tu vas par exemple te rendre compte que beaucoup de guerres, beaucoup d'attentats, tu peux même aller sur la toile pour vérifier cela, sont synchronisés par des chiffres. Synchronisés. Je vais te prendre quelques exemples. Ici, chez nous, au Cameroun, nous avons eu une expression de violence un 6 avril. Le 6 avril 1984. Au Rwanda, 10 ans plus tard, au Rwanda, le même jour, c'était le début d'un cycle de violence. Le génocide du Rwanda a commencé le 6 avril
1994. Pour faire non loin de nous dans l'actualité, le président des États-Unis, Donald Trump, a donné un ultimatum à l'Iran. Cet ultimatum-là expire le 6 avril 2025. Si tu prends les guerres, tu verras par exemple que la Première Guerre mondiale, elle s'achève en 1918. 18, 1 plus 8 égale 9. La Deuxième Guerre mondiale commence en septembre, le 9e mois. 1939, la 9e année. Elle finit en 1945, 4 plus 5 égale 9. Aux États-Unis, là-bas, les attentats de septembre 2001, septembre le 9e mois. Donc, je pense que nous n'avons pas, dans les exposés que nous faisons, la prétention de dire la vérité à vous. Nous faisons un certain nombre de constats et sur la base de ces constats-là, nous nourrissons le débat et la réflexion. La prétention ne consiste pas à dire le dernier mot sur ce dont il est question ici. Bien évidemment, il peut avoir des contradictions, mais ces contradictions-là peuvent avoir une explication avec des recherches ultérieures. C'est pas une théorie parfaite qui dit tout et donne le dernier mot sur tout. Je voudrais tout simplement dire que il est important, désormais, de faire déboucher ce genre de débat sur des résolutions comme celles que nous avons prises la dernière fois là, avec les salons culturels et camps. Qu'est-ce que nous pouvons tirer des bénéfices dans une réflexion comme celle-ci pour matérialiser, pour, je ne sais pas, transformer la pensée en quelque chose de concret. Donc, je pense que, oui, à quelque chose de concret. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que pouvons-nous tirer de ce débat-ci pour qu'il y ait une réalisation concrète qui va faire en sorte que la culture que nous défendons tant, la culture étant, soit davantage visible, soit davantage explorée, soit davantage connue. Donc, voilà un peu. Nous sommes en débat, nous sommes en échange. Chacun prend la parole pour essayer de dire un mot sur des préoccupations qui sont soulevées ici et là. Voilà. Je la prends directement, justement, pour embrayer sur tout ce qui a été dit. Je voudrais faire peut-être 2 remarques et te poser une question. Je pense que pour Christian, il faut faire extrêmement attention avec tout ce qui relève de manière directe du spiritisme ou des spiritismes, voire même de l'occultisme, parce que la numérologie n'est pas une discipline de sciences sociales. Il faut être extrêmement clair là-dessus. L'anthropologie, c'est connu, ses démarches, ses écoles, ses cercles, etc., etc. Ces débats, je passe le contrôle d'Abuna, l'école de Chicago et tout le reste. Pour collecter, justement, on a besoin d'être en pleine immersion. Ça, c'est le propre de l'école de Chicago. Par exemple, pour ne citer que celle-là. Donc, s'il faut analyser ce qui relève à la limite même d'une observation participante, avec les outils du spiritisme, de la numérologie, on n'a soit pas des conclusions, en fait, qui sont des biais d'imputation. C'est-à-dire que vous allez imputer des choses à des conclusions, des choses qui n'auraient pas dû être celles-là, parce que votre démarche n'est pas aussi bien structurée qu'elle n'y paraît en réalité. Parce que c'est très séduisant quand on lit sur la numérologie ou les biorhythmes, par exemple, parce qu'il n'y a pas que la numérologie, il y a les biorhythmes où on vous explique des choses qui sont pour moi extrêmement compliquées, mais en réalité qui sont terre à terre. Ça, c'est ce que je voulais dire rapidement sur la question. Maintenant, je reviens, le deuxième volet, c'est le prof Aboun a bien dit que le 9, le cercle, ou le 9, c'est l'expression de la plénitude, de la complétude, vous prendrez le thème qui vous intéresse là-dessus. Mais il a surtout ajouté que tout dépend de la direction que vous prenez quand vous mettez tout cela en pratique. Il a pris l'exemple. Moi, j'ai noté, tout dépend de l'orientation qu'on prend. Moi, j'ai noté.
Si vous êtes dans le sens des aiguilles d'une montre, ça signifie le bien et tout ce que cela indique. Si vous êtes dans le sens inverse, vous êtes il a dit le contre-temps. Et le terme est peut-être passé comme ça très rapidement, pourtant tout est là-dedans. Je voudrais rappeler aux autres ici qu'il y a un côté dark. Là, je parle anglais, un côté dark. Darkness, si tu veux, je donne toi qui parles anglais aujourd'hui mieux que nous tous. Dans toutes ces choses-là, ça dit que c'est des espèces de j'ai envie de polarité. Un peu comme le yin et le yang. J'allais dire Janus Biface, tu as parlé des Chinois, des Asiatiques, le son, le yin et yang. C'est un peu comme le Janus Biface, c'est-à-dire que tout dépend de comment est-ce qu'on aborde les questions. Et tu sais très bien, on est sur le net aujourd'hui, qu'il y a un côté darkness. Il y a un côté dark de l'Internet où des choses incroyables se passent. Là, vous avez les hackers les plus terribles de cette planète Terre qui font des choses dans le noir, comme on dit. Dark, ça veut dire noir. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on aborde les questions. La troisième des choses que je voulais dire là-dessus, je l'ai déjà dite avant, et je pense qu'on était en conférence en février, parce qu'Abouna et moi, finalement, on ne se sépare plus. Nous sommes tous sur la même table. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Même l'anthropologie numérale s'impose et devrait s'imposer des limites. Vous savez que des gens s'emparent de la connaissance et après, vous n'arrivez plus à maîtriser un certain nombre de choses. Je ne vais pas en dire plus puisqu'on se comprend très bien. Je pense qu'on est dans un échange où on apporte modestement le peu qu'on se connaît, etc., comme le dit Abouna lui-même. Et puis on discute. Peut-être faudrait-il faire venir Bogbasson ici pour qu'il nous explique pourquoi ce chiffre impair est un chiffre du mal ou négatif, ou je ne sais pas comment dire ça, c'est lui qui le dit, je n'en sais pas plus que ça. Peut-être qu'il faut. Mais c'est une bonne idée, peut-être avant de passer au prochain ouvrage, on peut avoir. Oui, je vais voir la question, je vais creuser la question. Il a la particularité de ne jamais répondre quand vous l'appelez via WhatsApp. Ça, c'est entre autres, mais il n'est pas le seul. Hein. Ça, c'est pour le taquiner, c'est un grand frère que j'aime bien. Je vais voir ça c'est off. Donc, il y a tous ces aspects qui font en sorte qu'il faut éviter qu'on se retrouve largué, en fait. Parce que si vous venez dans un champ comme celui-ci, qu'Abouna a pris soin de bien détailler, il y a des écoles, des champs disciplinaires et autres, et vous y apportez des outils ou les yeux d'une, je ne veux pas dire une pseudo-science, ce serait irrespectueux, mais vous savez que la numérologie, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Les biorhythmes valent ce qu'ils valent. On savait peut-être pas pour Rasputin, on a découvert à la fin que les tables qui faisaient bouger, c'était cela. Donc, il faut faire il faut être extrêmement prudent parce que la connaissance n'est pas aussi innocente que cela. Je parle sous le contrôle de l'anthropologue culturel. Il vous parlez des Énéades et tout le reste. Regardez la statuaire dans l'Égypte ancienne. Regardez. On peut analyser, on peut trouver des équivalences, enfin pas des équivalences, des similarités par rapport à ce qu'il disait. En un point fini, je rebondis sur ce que tu disais, Josiane, qu'on vit avec ces choses, mais on n'en prend pas conscience. Nous vivons avec les chiffres, mais ça semble aller de soi. Ce n'est pas l'anthropologie numérale, et ça, je reviens sur le livre dont maintenant il a posé ma question à Mouna. L'anthropologie numérale nous rappelle que les chiffres font partie de notre quotidien et non seulement du quotidien, mais de notre ontologie et de notre épistémologie. J'ai noté quand il le disait sur les chiffres, il y a un aspect ontologique qu'il faut creuser. Il y a un aspect épistémologique qui nous permet d'avoir les discussions de savants, entre guillemets, que nous avons. Je voulais demander à Bouna, par exemple, les questions des gémellités, des jumeaux. Comment est-ce que la numérologie, finalement, comment est-ce que l'anthropologie numérale aborde la question de la gémellité dans une lignée, par exemple? Est-ce que ça s'analyse, je ne sais pas, ça s'analyse, comment ça se fait, ça s'analyse comment, et les conclusions que ça donne, c'est quoi? Il y a des jumeaux, on peut avoir des triplés aussi dans les descendances. Est-ce que cela a une signification numérale pour rester dans la problématique qui nous réunit ce soir? Oh là là,
Joseph me pose une question de savant. Une question de savant. Il faut dire que la gémelléité introduit nécessairement, comment dire ça? C'est-à-dire qu'il existe un rapport très profond entre la gémelléité et l'anthropologie numérale. Comment ce rapport-là est-il envisagé? Il est d'abord envisagé sous forme de nombre. Vous voyez que quand on dit gémellété, c'est 2. Donc on a, mais le 2 comment? Le 2 comment? Parce que nos cultures et civilisations n'admettent jamais une réalité en isolat. La gémellété a ceci de particulier que elle fait intervenir la dualité de façon simultanée. De façon simultanée, contrairement aux autres dualités, parce que chacun de nous a son jumeau. Chacun de nous a son jumeau, mais on se succède, on apparaît souvent de façon successive, non pas de façon simultanée. Non pas de façon simultanée. Bon, maintenant, quand on dit par exemple chez nous, il a 4 yeux, c'est-à-dire les yeux là, c'est que vous avez vos propres yeux et vous avez également les yeux de votre double qui n'est pas là, qui doit certainement être dans un autre monde. C'est-à-dire que vous avez 4 yeux, ça veut dire que vous avez vos yeux et vous avez également les yeux de votre double. Avec la gémelléité, donc, vous avez vous-même et votre double qui est là, mais en simultané, les 4 yeux. J'ai un étudiant qui est en train de travailler là-dessus en mettant l'accent sur la préoccupation que tu as évoquée tout à l'heure. Un étudiant camerounais. Mais j'ai également une Gabonaise, elle est femme, qui travaille sur la gémelléité, mais surtout sur la dimension numérale, de la gémelléité. Parce que cette dimension-là, elle est différente selon que les jumeaux sont de même sexe ou alors selon que les jumeaux sont de sexes différents. Donc nous sommes en train de l'explorer. Il y a également une autre dimension numérale que la gémelléité fait intervenir. C'est-à-dire que celui qui précède les jumeaux, des jumeaux, a souvent un rang dans l'ordre de naissance. On l'appelle souvent un Congo. Il a souvent un rang dans l'ordre de naissance. Mais il y a également celui qui vient immédiatement après les jumeaux, ou bien qui vient interrompre le cycle de gémelléité. Donc, tout cela est à explorer. Donc, le rapport entre la gémelléité et l'anthropologie numérale, c'est que les jumeaux viennent d'abord à 2. Et puis, ils ont 2 pères d'yeux. Et puis, dans l'ordre de naissance, il y a quelqu'un qui les précède. Dans l'ordre de naissance, il y a quelqu'un qui les succède. Donc, tous ces chiffres-là devraient être vraiment d'abord collectés et analysés à la lumière de l'éthos normatif de la culture. Donc, c'est pour ça que, à ce niveau de la réflexion, à ce niveau de la pensée, nous ne pouvons que nous en tenir à ces éléments de corpus, en espérant que ce corpus-là sera éclairé vraiment de façon satisfaisante à la lumière de la philosophie, de la culture au sein de laquelle ce phénomène culturel a émergé. Je crois que c'est une question profonde à laquelle on ne peut pas répondre de façon vraiment superficielle. C'est la recherche qui va davantage documenter les réponses qu'on aura à donner. D'ailleurs, j'ai noté cette question-là que j'ai transférée aux chercheurs qui... Voilà. Je voudrais te dire, puisqu'on est là-dessus, de me faire signe le jour où elle soutiendra cette dame. Il faudrait que je vienne l'écouter. Oui, la Gabonaise surtout, parce que c'est elle qui est très avancée. Elle est femme. Oui, j'allais justement poser la question. J'allais justement poser la question de savoir quand est-ce qu'elle va soutenir.
Elle soutiendra Non, à Yaoundé. Elle soutiendra à Yaoundé. Elle vient soutenir à Yaoundé. Bon, on va s'arranger. On peut diffuser ça dans le cadre pour faire suite à ce genre de conférence. Oh, ouais. On peut diffuser. Il faudrait voir ça. On a le chef de département lui-même. On a le chef de département qui est là en face. Yeah. Ça ne devrait pas être beaucoup plus difficile que ça parce que je pense que ça rentre en droite ligne dans les cordes des activités du café culturel. Voilà, ce serait un café culturel tout fait et qui va certainement édifier pas mal de choses parce que c'est des questions qui sont, comme je le dis toujours, essentielles au sens philosophique et fondamentales en fait. Yeah. Donc, on va s'arranger à rendre solennel sa soutenance. Et par exemple. Il faut qu'elle soit préparée à nous. On va l'honorer. Donc, je pense que ce sera très, très important. Moi, j'ai été très édifiée aujourd'hui. Je pense que, comme Joseph l'a si bien rappelé, et je pense que le professeur lui-même, la préoccupation de Christian, je sais pas comment répondre à ça, mais je pense que la réponse était dans ce que nous avons écouté aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'était une préoccupation vraiment qu'on devrait considérer comme étant, parce que la réponse est là. On est en train de travailler sur des faits. Je pense que l'exposé que nous avons eu aujourd'hui était basé sur des éléments palpables. C'est-à-dire que on a des éléments qu'on peut analyser. On a des observations qui prêtent, qui sont évidentes, c'est-à-dire qui demandent à ce qu'on pousse la réflexion plus loin. Et comme je le disais, je reviens à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que les choses ne sont quand même pas faites au hasard. C'est-à-dire que la recherche qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'en tapant juste sur Google, donne à réfléchir et mettre en lumière ce travail-ci. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas pensé faire un travail pareil. Donc, le livre que le professeur Abouna a présenté aujourd'hui, l'intérêt qu'il a porté à l'anthropologie numérale doit vraiment être creusé, doit être mis en avant parce que je pense que nous vivons dans un monde sans le comprendre. Nous devons être un peu plus attentifs à ne pas rentrer dans des trous, à manipuler les choses que nous ne connaissons pas. Parce que j'ai bien aimé ce que le professeur a dit tout à l'heure, quand on parle du serpent qui crache l'argent. C'est une symbolique qu'on ne peut plus prendre au hasard après avoir écouté ce qu'on a écouté aujourd'hui. Même dans les jeux du hasard et autres et tout, on voit bien un serpent, on aime bien cette symbolique-là, un serpent qui crache de l'argent. Donc, du coup, le monde dans lequel nous vivons comme nous approprions pas les choses, nous n'essayons pas de comprendre. Donc, nous rentrons dans des trous, nous manipulons des choses que nous ne comprenons pas. Et je pense que c'est ce travail que le professeur Abouna a commencé à faire, notamment pour nous, parce que je pense que les autres sociétés sont avancées. Hein. On a toujours entendu les noms, les six, les chiffres qu'on manipule ailleurs. Le pharo que les gens utilisent ici dans les sociétés européennes. Je sais pas, c'est nous qui sommes en arrière. Et franchement, c'est tout un honneur, hein, c'est-à-dire que du professeur d'avoir mis le doigt dessus. Je ne sais pas s'il est le pionnier, comme Joseph nous avait dit tout à l'heure que il y avait déjà des articles qui avaient été commis. Donc, toute l'importance au café culturel, nous allons pousser la recherche plus loin pour voir s'il y avait des travaux qui avaient déjà été faits, et notamment ces étudiants-là qui nous édifient après dans leur recherche bibliographique. J'espère qu'ils vont faire une recherche assez poussée pour nous faire une bibliographie de toutes les études qui ont été menées, notamment sur les sociétés négro-africaines. Et comme on a une fin, on espère qu'elle va nous faire un travail pour
nous édifier sur pas mal de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. Je ne sais pas si je peux en dire encore plus, mais franchement, merci professeur pour ce bel exposé qui nous invite à acheter le bouquin. On va faire la propagande là-dessus pour que les gens... Qui nous disent où on peut le trouver à Yaoundé, à combien écoute ici là en ligne, si on peut l'acquérir en ligne, pour ceux qui sont pas ici. Je crois que c'est un ouvrage qui a été publié par l'Harmattan, les éditions l'Harmattan, donc dans toutes les librairies de l'Harmattan, il devrait se trouver. Il devrait également être en ligne. Il devrait également être en ligne. Je voudrais... Est-ce qu'on peut commander une version numérale? Peut-être il faut demander, parce que les versions numériques. Le numéral, le numéral a pris le dessus. Oui, je crois qu'il y a Amazon peut vendre ça. Amazon peut vendre ça. En version numérique, hein? Oui, en version numérique, Amazon peut vendre ça. Maintenant, j'ai une toute dernière préoccupation. Une toute dernière préoccupation. Ma mère est née le 3 juin. Tu me suis? On suit très bien. Le 3 juin, 3 plus 6, ça fait 9. Elle est née le 3 juin. Elle est née en 1942 et elle est morte en 2005, à l'âge de 63 ans. 3 plus 6, ça fait 9. Ça, c'était ma mère. Et ma mère est morte un 8 octobre. 8 plus 1, ça fait 9. Son jour de naissance, 3 juin. Son âge, 63 ans, 9. Et elle est morte le 8 octobre, c'est-à-dire 8-10, donc 8 plus 1, 9. J'ai actuellement des étudiants qui travaillent là-dessus sur les dates de naissance, les dates de mort, les jours de naissance, les jours de mort et tout ça. Parfois à partir d'un corpus de programmes des obsèques. Donc, voilà un peu les perspectives de recherche de ce que nous sommes en train de faire là. L'anthropologie de naissance, l'anthropologie numérale pour nous aider à comprendre la naissance, à comprendre la mort, à comprendre... évidemment, comprendre que les jours de mort ne sont pas des hasardeux. Voilà. Ne sont pas, voilà, effectivement. Donc, voilà, tout cela. Voilà. Moi, je suis né en septembre. Hein. Le 9e mois. Je suis né le 9e mois. Oui, oui. Mais c'est pas vrai, ça. Septembre, le 9e mois. Je suis né en septembre. Donc, je vais aller chercher encore beaucoup sur ça. Je suis né le 13 septembre, le mauvais jour. Hein. J'ai donc un groupe d'étudiants. Je suis né un vendredi 13. De créer une théorie. Oh là là, vendredi 13. Je suis né le vendredi 13. Mon Dieu. Oh oui. Parce que sous certains jours, le vendredi 13, c'est un mauvais jour. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le mauvais jour je suis né un vendredi 13. Mais dans la philosophie, et quand c'est pas ça forcément. C'est pas ça forcément. Donc, mes étudiants qui sont écans voudraient que nous créions une théorie qu'ils ont appelée la théorie de l'éboulisation. Éboule 9. La théorie de l'éboulisation. Voilà. OK. Voilà ce que j'avais à dire. C'est très édifiant. Je pense que tout le monde s'est régalé aujourd'hui. Des cafés comme celui-là qui poussent à la réflexion parce que nous restons dans une perspective de recherche. Nous avons écouté. C'est vraiment une introduction, comme le livre le dit. Donc, nous sommes tous, nous rentrons tous dans la recherche. Nous allons collecter le plus d'informations possible. Et je pense que, comme Joseph l'a dit, il est même impératif, hein, parce que pour un suivi, parce que là, on a eu cet opus que nous avons analysé aujourd'hui. Christian, qui était là, a introduit le débat, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a une contradiction entre la déité, je peux dire, ou alors la magnificence du chiffre 9, cette contradiction entre le père et l'impère qui vient un peu ternir, hein, je vais dire. C'est-à-dire que ce chiffre 9 qu'on pense être finalement un chiffre déifié, qu'on devrait déifier.
bon, moi, je veux bien entendre Bombasson là-dessus parce que de tout ce que moi j'ai lu jusqu'ici, j'ai trouvé que c'était en droite ligne avec ce que le professeur Abouna a dit. Et quand on tape sur Internet, on trouve le chiffre 9 exactement dans cette mouvance-là. Quand on regarde la société très, très traditionnelle qu'est la société asiatique, le serpent, le chiffre 9, c'est un chiffre déifié. Donc, du coup, je reste très intéressé par ce que Mbouabasson va nous dire. Pour moi, le café culturel prend fin. Je ne sais pas si chacun de vous avait encore quelque chose à dire. Sinon, on prendra congé de nos spectateurs. Joseph, tu avais quelque chose à dire? Bien, non, ça va pour moi, sinon que la machine est lancée, il faut maintenir la flamme du café, tout simplement. Merci, merci à vous. Merci et bonne soirée aux autres. Bonne soirée, bonne soirée. Je vais juste arrêter le live et on débriefe un peu. D'accord.